Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Merci de prendre le temps d'y participer. Nous allons parler d'appuyer les initiatives autochtones dans les demandes de GCT. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que, l'AMC reconnaît que son secrétariat est situé sur le territoire non cédé et non restitué du peuple algonquin Anishinaabe. En tant qu'association nationale, notre travail se déroule sur les territoires de tous les peuples autochtones de ce que l'on appelle le Canada aujourd'hui. Et nous reconnaissons l'héritage colonial des musées et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir l'autodétermination des peuples autochtones sur leurs terres et leur culture à travers l'histoire et aujourd'hui. Avant de préciser ce dont nous allons parler, j'aimerais me présenter. J'aimerais me présenter mes collègues. Je m'appelle Stephanie Daniluk, co-auteur du rapport porté à l'action. J'ai réalisé de la recherche et de l'analyse pour ce rapport. J'ai fait du travail d'engagement aussi. À l'heure actuelle, je suis gestionnaire principal pour l'engagement et les initiatives autochtones à l'AMC. Et je vous parle du territoire 36 à Saskatoon, en Saskatchewan. Je passe la parole à Erika pour qu'elle se présente. Bonjour, je m'appelle Erika. Je suis agente de programme avec l'AMC. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis avec l'AMC. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions sur JCT. Aujourd'hui, nous allons faire un aperçu du programme de réconciliation de l'AMC et nous allons vous parler de ce rapport porté à l'action. Nous allons aborder des considérations relatives aux demandes à JCT. Nous avons aussi des considérations pratiques pour vous, des ressources à l'appui et nous aurons beaucoup de temps pour répondre à vos questions. Alors, le ministère du patrimoine canadien nous a fixé des priorités en matière de demande. Alors, voici les priorités. Les employeurs autochtones, projets admissibles, les projets qui visent des participants autochtones, d'employeurs autochtones ou non autochtones, des projets axés sur le patrimoine culturel autochtone, ça peut être un employeur autochtone ou non autochtone, et l'embauche de jeunes appartenant à des groupes méritant l'équité. Il y a une liste des groupes méritant l'équité sur le site web de JCT. Ces priorités seront considérées au moment de l'examen des demandes et des employeurs, même quand le comité d'examen va noter les demandes. Si vous avez des questions, nous y répondrons à la fin. Voici quelques questions éventuelles auxquelles nous pourrions répondre à la fin. On aimerait vraiment vous entendre aussi, ainsi que toute autre question spécifique sur JCT aujourd'hui ou auxquelles on vous reviendra plus tard. Alors, quels ont été vos succès et les obstacles rencontrés en intégrant des projets axés sur les Autochtones dans vos demandes à JCT? De quelles ressources ou de quelle aide supplémentaire avez-vous besoin? Et bien sûr, toute autre question. Gardez ces questions à l'esprit au fil de la présentation. On y reviendra. Pourquoi est-ce que la MC parle de cela aujourd'hui? Comme vous le savez probablement, la CVR a nommé l'AMC comme étant l'association qui s'occupe de l'appel à l'action 67. Alors, nous demandons au gouvernement fédéral de fournir des fonds à l'Association des musées canadiens pour entreprendre, en collaboration avec les peuples autochtones, un examen national des politiques et des pratiques exemplaires des musées
et ce, dans le but de déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ou des NUDPA et de formuler des recommandations connexes. Cela a été publié à la fin septembre. Alors, c'était fait avec la direction des personnes à l'écran. Alors, ces personnes travaillent à l'appui de cet appel à l'action du début à la fin. Alors, nous les remercions et la liste de tous les contributeurs se trouve dans la section remerciements du rapport. Il y a un commentaire dans la section questions-réponses à l'effet qu'il y a quelque chose qui est désactivé. On dit que le chat est désactivé. D'où proviennent les renseignements que nous avons intégrés au rapport et qui renseignent les normes et les recommandations qui s'y trouvent. Eh bien, il y a eu des cercles d'écoute, des tables rondes avec des communautés autochtones partout au pays. Il y a eu des entrevues individuelles avec des experts dans le domaine. On a mis l'accent sur des experts autochtones. On a sollicité des commentaires écrits de la communauté muséale. Nous avons aussi mené une enquête nationale auquel beaucoup de gens ont répondu. Et nous avons mené des recherches sur les indicateurs clés de rendement, en mettant l'accent sur les établissements prometteurs, comme on les appelle, au pays. Dans ces séances d'engagement, eh bien, nous avons recueilli des renseignements et nous en avons créé ces graphiques pour anonymiser les réponses. Et vous pouvez trouver tout ça sur notre site Web. Vous pouvez avoir un graphique pour chaque séance qui a eu lieu. Ça vous donne un bon survol des sujets qui ont été abordés et les considérations principales liées à ces séances. Alors, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. De plus, nous avons eu de très bonnes discussions, des ateliers aussi, avec les petits musées en particulier. Nous avons fait une série d'ateliers avec des petits musées et il y avait un groupe de travail pour les petits musées. Voilà le résultat de certaines de ces discussions. Ce sont de beaux graphiques qui captent toutes ces données. Vous pouvez les voir sur notre site Web plus en détail. Alors, la raison d'être de ce rapport, au bout du compte, c'était de créer une nouvelle base de référence nationale, de favoriser une nouvelle base de référence nationale. Un tel examen n'avait pas eu lieu depuis 30 ans, depuis le groupe de travail sur les musées, il y a 30 ans. Et donc, nous avons mené un examen, une analyse de la situation. Nous avons tenu compte des recommandations du rapport de 1982, il y a 30 ans, pour évaluer ce qui a été fait et où on doit aller maintenant en fonction de ce qu'on nous a dit pendant les diverses séances que nous avons tenues. Alors, nous voulons examiner toute cette situation à travers la lentille des droits des Premières Nations, des peuples autochtones. Alors, il y a une liste de normes qui ont été établies sur divers sujets, le rapatriement, l'engagement, la gouvernance. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil dans le rapport. Il y a aussi 10 recommandations pour le travail sectoriel qu'il y a à faire. Le rapport comporte 4 sections principales: gestion des rapatriements et des collections, engagement et partenariat, gouvernance et opération.
Alors, pour le reste de l'atelier, nous allons parler principalement de gouvernance et d'opération. Nous souhaitons avoir un atelier de suivi axé sur l'engagement. Alors, pour mieux refléter les diverses considérations que vous auriez en tête relativement aux demandes AGCT. Alors, aujourd'hui, voici les domaines principaux: opération, gouvernance, description de tâches, recrutement, stratégie d'embauche et comment tout ça fait partie de votre planification à long terme. Dans les normes pour les musées, il y a 3 normes opérationnelles spécifiques qui sont à l'écran: 11, 12 et 13. 11 parle d'élaborer des politiques et des pratiques d'embauche qui tiennent compte des connaissances autochtones, des relations communautaires. Donc, au-delà des systèmes occidentaux. Numéro 12 parle de l'incorporation dans les descriptions de tâches de façon pertinente par lesquelles on peut reconnaître le savoir autochtone, les compétences, les perspectives autochtones pertinentes et les choses qui sont importantes pour la réussite. Et il faut voir comment les politiques et les pratiques opérationnelles de tous les mandats doivent appuyer la reconnaissance des droits de la personne et l'autodétermination des peuples autochtones. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle d'une demande au GCT, eh bien, il faut penser à la façon dont vous encadrez le poste. Quel genre de candidat vous cherchez? Alors, on parlera de la description de développement de projet. Aussi, il faudra réfléchir à la gouvernance muséale, comité consultatif muséaux. Une réflexion pour comprendre quelles sont les étapes à prendre par le musée ou par l'établissement pour soutenir correctement ses postes et ses projets. Il faut avoir une vision à long terme. Alors, dans le cadre d'une stratégie à long terme, comment procéder? Par exemple, les conseils, la gouvernance et les opérations, comment est-ce que tout cela peut s'intégrer dans une stratégie d'engagement à long terme? Et il faut qu'on dépasse les mesures symboliques aussi. Dans le cadre de l'engagement, dans le rapport porté à l'action pour l'appel à l'action 67 du CEVER, nous avons passé du temps à parler à des professionnels muséaux autochtones. Il y a eu des groupes de travail dirigés par des autochtones qui ont vraiment guidé beaucoup des normes et de l'information que vous voyez dans le rapport, dans le secteur des opérations plus particulièrement. On a entendu beaucoup d'exemples où les gens ont été embauchés dans des rôles spécifiquement autochtones, dans des programmes spécifiquement autochtones, et ils étaient le seul membre du personnel responsable de la décolonisation, du maintien des partenariats communautaires, en plus de toutes les autres tâches qu'on leur demandait de faire. Alors, il faut s'assurer que vous ne prenez pas de mesures simplement symboliques, vous savez, avec les gens qui commencent à travailler dans votre musée, dans le cadre d'un projet autochtone lié à GCT. Tout le monde au sein de l'établissement doit être responsable de la décolonisation et de maintenir les partenariats communautaires à long terme. Vous ne faites pas que cocher une case en matière d'admissibilité. Erica en a parlé au début. Vous devez vraiment réfléchir avec soin à toutes ces normes.
Il faut aller plus loin que les mesures symboliques. Erica, voulez-vous mentionner quelques exemples? Oui, alors vous êtes là pour œuvrer à l'appui des participants. Alors, vous devriez leur offrir les ressources dont ils ont besoin. Les liens avec la communauté aussi, si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas personnellement. Alors, une tâche qui ne serait pas admissible, selon nous, ce serait de demander à un candidat autochtone de traduire votre matériel, votre programmation, vos expositions. Nous croyons que cela n'est pas approprié qu'un participant fasse cela pour une organisation, simplement parce qu'il s'agit d'un poste pour un projet autochtone, ça ne veut pas dire que le candidat sera autochtone, ça ne veut pas dire que cette personne-là sera en mesure d'offrir un service de traduction pour vous. Pour ça, il y a des traducteurs. Voici l'un de nos graphiques qui capte les données issues de séances d'engagement dans les musées. Cela illustre bien ce que nous avons entendu dans les séances d'engagement, comment les candidats autochtones, les professionnels autochtones dans les musées, bon, on se fie à eux pour, bon, on tire profit de leur énergie, de leurs connaissances en plus du poste initial. Et cela va mener à un épuisement professionnel. Oui, la représentation doit être déterminée de façon autochtone, mais de sorte que ce soit bien compensé, que cela respecte le travail en jeu. Il faut, bon, tenir compte des relations avec les aînés. J'ai entendu des exemples de personnes qui amenaient les aînés au village des valeurs. Alors voilà, penser à l'engagement et à l'établissement de relations au-delà de ce qui est propre au musée. Veiller à ce que cela soit rémunéré, que ça fasse partie de la tâche. Changeons de vitesse un petit peu, parler de la gouvernance des musées et le lien avec les demandes. Ça fait partie de cette stratégie à plus long terme. Donc, la réévaluation des opérations, du rôle consultatif et comment il faut assurer la participation des Autochtones. Toute initiative de décolonisation dans le secteur muséal doit être soutenue par une planification des politiques, un comité consultatif significatif et par l'accroissement des compétences aussi. Si vous allez dans la section opération du rapport, nous en parlons. Même chose dans la section gouvernance. On parle beaucoup de cette question. Et il y a ces recherches sur les indices de rendement clés dont je vous ai parlé au début. Ça a été très révélateur quant à la gouvernance et conseil autochtone. C'est sous-développé. Dans ce sondage national, on a entendu dire que 73 des musées interrogés ont un programme autochtone. Donc, le travail d'engagement avec la communauté, exposition, programme, projet, initiative, c'est gros, 73 mais seulement 10 d'entre eux ont des politiques obligatoires ou opérationnelles et seulement 10 ont un comité consultatif autochtone. Alors, quand vous demandez quelles pourraient être les répercussions sur votre musée à long terme, comment décoloniser la gouvernance et l'opération, eh bien, il faut évaluer où vous en êtes en tant qu'établissement. Quels sont les apprentissages nécessaires au conseil, à la direction, au sein du personnel? Est-ce qu'il y a des obstacles systémiques?
dans vos établissements dont vous n'êtes même pas au courant, qui pourraient empêcher les professionnels autochtones de faire leur travail? Comme je l'ai dit auparavant, vous demandez des responsabilités supplémentaires. Est-ce que vous vous fiez à vos candidats autochtones pour maintenir les relations communautaires? Ou bien est-ce que vous demandez des candidats non autochtones pour maintenir ces relations? Parce que bon, c'est quelque chose d'autre qu'on a entendu. Souvent, quand cela se produit, ces relations disparaissent. Quand le candidat JCT n'est plus présent, comment investissez-vous donc à long terme? Quels sont les mécanismes de soutien dans les musées pour identifier les biais implicites et le racisme systémique? Si vous ne le savez pas, à qui pouvez-vous parler pour le savoir? Ce n'est pas toujours facile, mais si vous pouvez trouver des ressources, il y en a beaucoup, on va en mentionner à la fin et on va vous en donner encore plus après le webinaire. Maintenant, vous avez évalué votre musée quant à son état de préparation. Maintenant, vous êtes prêt à vous lancer. Alors, qui est responsable de la mise en œuvre de la DNU-DPA, de soutenir l'autodétermination au sein du musée? Alors, la réponse est tout le monde. La mise en œuvre de la DNU-DPA dans le musée, eh bien, requiert une réflexion sur les pratiques en matière de main-d'œuvre et d'embauche pour tous les postes, pas seulement les postes destinés à des candidats autochtones. Voici des exemples de façons par lesquelles cela a été mentionné dans les descriptions de tâches. Je ne dis pas que c'est un exemple parfait, mais ça vient d'un musée sur les droits de la personne. Dans la description de tâches, sous l'onglet Responsabilités, ils ont ajouté ce libellé. Ce poste va contribuer à une culture favorisant le respect, l'équité, l'inclusion et l'innovation et des modèles de comportement antiracistes et responsables. Bon, si cela est inclus dans la description de tâche, il doit y avoir le soutien nécessaire et des mécanismes d'imputabilité connexes. Mais voilà un exemple de la façon dont certains établissements font pour refléter toutes ces idées. Un autre exemple en ce qui concerne les qualifications maintenant, la ville de Kingston a utilisé ce libellé. Le candidat fait montre de connaissances sur des populations diverses, y compris des communautés ethnoculturelles et autochtones, ainsi que des communautés mal desservies. La capacité de travailler avec elles. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un exemple. Et il y en a un autre que nous avons rédigé nous-mêmes. Alors, le candidat aura fait montre d'une connaissance de la DNU-DPA, des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi que d'autres principes et approches du travail avec des communautés autochtones. Quelle heure est-il? Je ne suis incapable de voir l'heure qu'il est sur mon ordinateur. Il est 14h25. Merci. Qu'est-ce que cela veut dire que de déprioriser les modèles d'éducation, en particulier dans les demandes de financement qui comportent souvent des méthodes prescriptives de signalement de ces données? Alors, comment pouvez-vous indiquer que le savoir autochtone, le savoir culturel seront priorisés de la même façon ou encore plus que les autres compétences traditionnelles? Alors, nous recommandons d'incorporer dans les descriptions de tâches les façons pertinentes par lesquelles le savoir autochtone, les compétences, les perspectives autochtones sont importantes pour la réussite de ce poste. Erica, vouliez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Oui. J'étais pour parler du fait que GCT a des critères très clairs en matière d'éducation. Les établissements patrimoniaux
Bon, on fait appel à des étudiants pour le programme CVP. Il doit s'agir d'un diplômé. Et si vous avez des questions là-dessus, eh bien, communiquez avec votre agent de programme. Ils seront en mesure de répondre aux questions que vous avez liées à l'éducation, donc au parcours éducatif d'un candidat. Alors voilà, il faut faire de la décolonisation ici. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais si vous avez des questions, eh bien, posez-nous-les. Est-ce que j'ai bien résumé le tout? Bon. Alors, maintenant, des façons spécifiques d'appliquer la DNU-DPA aux pratiques en matière de main-d'œuvre et d'embauche. Bon, ce sont des choses que des gens que nous avons interviewés nous ont dites ou on en a entendu parler dans les séances d'engagement. Alors, on va parler d'étoffer les descriptions de tâches, les réflexions sur le recrutement et les entrevues et diverses autres considérations. Alors, tout d'abord, la première chose que vous devriez faire, c'est de vous assurer que votre description de tâche ne se contente pas d'utiliser le mot autochtone dans le titre du poste. Non, vous devez vraiment réfléchir aux points spécifiques, donc savoir culturel, communautaire, les compétences, les domaines de projet auxquels vous voulez que le candidat contribue. Donc, la valorisation du savoir autochtone et des relations communautaires doit se refléter dans le livret de description de tâches. Et il ne faut pas se contenter de les inclure parmi les compétences supplémentaires. Ce qu'on voit assez souvent. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont revu les descriptions de tâches et puis on s'est rendu compte que c'est un ajout à la fin. Alors, le savoir autochtone pourrait être un atout. Alors, voir comment intégrer cela dans la description de tâches et dans la description du projet aussi. Erica, avez-vous quelque chose à ajouter? Je crois que c'est assez clair. Oui. Alors, en pratique, à quoi ça ressemble? Eh bien, nous avons une boîte à outils qui s'en vient, qui renferme des exemples et des gabarits aussi, des modèles. Mais il faut être spécifique quant aux qualifications que vous recherchez. Est-ce que il faut des liens avec une communauté spécifique et il faut qu'il y ait une capacité de maintenir une relation à long terme? Peut-être qu'il y a des relations qui existent déjà et vous voulez les voir grandir, des compétences linguistiques aux fins de traduction aussi, par exemple. Une connaissance des approches muséales autochtones. Leurs considérations relatives au recrutement maintenant. Alors, il faut aller au-delà des réseaux habituels auxquels vous transmettez l'offre d'emploi. Alors, dans la mesure du possible, informer les communautés où vous pensez trouver les candidats. Envoyer les offres d'emploi, envoyer les offres d'emploi aussi sur les médias sociaux, courrier au plus grand nombre de relations dans votre réseau que possible, aussi les gouvernements autochtones locaux, les organisations autochtones locales, pour que le plus grand nombre de candidats éventuels puissent y avoir accès. Si on va partager des sites d'emploi dédiés à l'embauche d'Autochtones. Et la politique sur déplacement de GCT peut être utile ici. On va vous en parler davantage. Oui, la politique sur le déplacement de GCT est destinée aux candidats qui vont
se déplacer de leur résidence jusqu'à un emplacement différent dans un rayon de 125 kilomètres. Excusez-moi, ils vont se déplacer sur plus que 125 kilomètres et ça doit être l'option la moins coûteuse possible, peut-être par autobus si c'est disponible dans certains endroits. C'est seulement possible, dis-je, par avion ou bien par véhicule personnel. Et ça doit être de votre résidence, là où vous êtes basé, jusqu'au lieu de travail. Alors, les déplacements quotidiens ne sont pas admissibles pour ce type de financement. Si le déplacement se fait par véhicule personnel, alors le remboursement couvrira. Écoutez, j'essaie de me rappeler de mes notes là. Alors, le remboursement se fonde sur un taux au kilomètre du Comité national conjoint. Il y a un lien qui sera envoyé dans les documents s'il est mentionné qu'un candidat aura peut-être à se déplacer. Il est aussi possible de couvrir un hébergement pour la nuit si ça prend plus de 9 heures consécutives de déplacement le premier jour et qu'un déplacement par véhicule personnel dépasse 600 kilomètres le premier jour et l'hébergement doit être raisonnable. Vous devez garder tous les reçus aux fins de remboursement. Si vous avez des questions sur la politique sur les déplacements, eh bien, veuillez en parler avec votre agent de programme. Cette personne pourra vous aider. Voilà une courte liste de sites d'emploi autochtones où vous pourriez transmettre votre offre d'emploi. Alors, Indigenous Careers, AMMSA aussi, WinSpeaker, et puis des groupes Facebook et Instagram aussi. Bon, d'autres questions auxquelles réfléchir. Quand vous êtes en train de mettre au point une initiative autochtone, si vous embauchez une personne autochtone pour ses compétences culturelles, comment cette personne sera-t-elle épaulée sur son lieu de travail? Parfois, ça veut dire que, bon, si c'est l'été, c'est l'été des cérémonies. Quelle pourrait être votre souplesse pour offrir un congé pour que cette personne-là participe aux cérémonies? D'après ce que je comprends, il y a une certaine souplesse. GCT, ça pourrait faire partie du projet muséal. Alors voilà, vous pourriez poser la question si le, le candidat est victime de mesures symboliques, de racisme ou autre, quel est le processus en place? Quelles sont les stratégies en place pour régler le problème? Alors, il faut veiller à communiquer tout cela dès le début. Alors, la réconciliation, la diversité, l'inclusion ainsi que la lutte contre le racisme doivent être soutenues par les dirigeants non autochtones d'une organisation. Alors, qui est le dirigeant non autochtone qui dirige ce travail sur votre lieu de travail? Alors, le projet est-il soutenu par une stratégie d'engagement à long terme, y compris des programmes de financement?
Alors, il faut que ce ne soit pas seulement le candidat qui soit responsable du maintien des relations communautaires. Il faut vraiment réfléchir à cela au préalable. Je pense que le musée va s'assurer que toutes les relations établies seront maintenues à long terme. Bon, par la gouvernance, par l'opération, ça doit se produire à tous les niveaux. Voilà, bien que GCT finance des contrats à court terme, ça ne signifie pas que les employés de GCT ne peuvent pas participer à une stratégie d'engagement à plus long terme ou à des stratégies d'établissement de relations. Il y a quelqu'un qui vient pour l'été, mais sur 5 ans, qu'est-ce que la personne peut contribuer? Quelle est votre stratégie à long terme, donc? Voilà, comment est-ce que ce projet est administré par une autorité et des conseillers autochtones importants? Il faut que ça se fasse dès le départ. Et comment ces compétences seront-elles investies dans les communautés autochtones? Alors voilà, il faut réfléchir. Nous avons des ressources pour vous. Alors, il y a le guide à l'intention des petits musées, ce sera le dernier à venir. Ça viendra dans le prochain mois. Dans la prochaine semaine, nous allons lancer ces 2 guides de référence rapides, sur le rapatriement, qui s'appelle Bien plus que redonner, et un autre guide qui s'appelle Devenir de meilleurs employeurs. Bon, on y présente des exemples comme ceux que j'ai présentés aujourd'hui. On y présente aussi des gabarits, encore plus d'exemples. Je vous encourage à jeter un coup d'œil à tout cela quand ça sera prêt. Nous avons aussi des séances autogérées. Il y en a une qui va vous aider à réfléchir à cette stratégie à plus long terme dont je vous ai parlé. Il y a d'autres séances qui vont vous aider à appliquer l'ADNU-DBA au sein de vos activités. Et il y a d'autres séances qui examinent comment réévaluer votre gouvernance et voir quels sont les enseignements nécessaires pour aider l'établissement à mettre en œuvre la DNU-DPA de façon significative. Alors, tout cela est axé sur la planification stratégique. Alors, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section questions et réponses ou vous pouvez lever la main. Bon, j'espère que je vais la voir. Je ne suis pas aussi familière avec la fonction webinaire. Ah oui, Lorenda, je vais activer votre micro. Bonjour, je m'appelle Lorenda Calvert, je suis avec la BC Museums Association. J'aimerais mentionner que votre chat est encore désactivé. J'ai eu le même problème avec le webinaire hier. Si vous voulez l'activer, les gens pourraient y saisir leurs questions. Quand vous ouvrez le chat, il y a 3 petits points qui s'affichent. Vous cliquez là-dessus et ça vous permettra d'activer le chat pour tous les participants au webinaire. Merci. Suzanne maintenant. Bon, il y a quelqu'un qui a saisi une question dans la fonction questions et réponses. Suzanne, vous aviez levé la main. Est-ce que vous avez une question? Alors, nous allons regarder les questions dans la section questions et réponses. Alors, on demande s'il y a des ressources autochtones, savoir comment devenir un meilleur employeur.
Écoutez, dans les recommandations du rapport que nous avons publié, on met l'accent sur bâtir un réseau et ça fait partie des stratégies à long terme. Alors, il faut travailler avec les bonnes personnes dans le domaine pour élargir les réseaux et les ressources en la matière. Alors, restez à l'écoute, là, il y a d'autres choses qui s'en viennent là-dessus. Carol demande si la présentation PowerPoint sera disponible après la séance. Oui, absolument. On va envoyer ça à tous les participants. Habituellement, c'est téléchargé sur les 2 canaux et ça provient d'un lien sur la page de la l'AMC. Bonjour, c'est Stéphanie. Oui, c'est Suzanne ici. Le chat est toujours, désactivé. Écoutez, j'ai des problèmes avec le chat. Vous pouvez saisir votre question dans la section questions et réponses. Ah d'accord, je le vois là maintenant. Bon, très bien. Merci des renseignements sur les publications, c'est génial. Bon, j'ai peut-être réglé la question du chat. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires? Je pourrais mettre RK sur la sellette aussi. Oui, la date limite, c'est demain. Dernier appel pour les questions. Écoutez, c'est la fin de la journée, hein, là. Alors, à la fin de la journée, demain, c'est bon. Oui, j'apprécie le commentaire. Cette séance a été présentée un peu tardivement. Nous avons dû reporter la séance pour des raisons inattendues. J'espère que ça vous sera utile ultérieurement pour les descriptions de tâches. Et il y aura plus de renseignements sur l'engagement et la mise sur pied des projets sous peu. Et on espère tirer profit de cette expérience aussi pour les présentations futures. Très bien. Alors, merci. On va rester un peu si jamais il y a d'autres questions qui s'en viennent. Mais je vous remercie de vos questions sur GCT, sur le programme de réconciliation. Bon, comme il n'y a pas de questions, eh bien, on va conclure la séance. Erika, qu'en pensez-vous? Alors voilà, à la prochaine. Bonne fin de journée.